On va commencer par certainement le mot qui est le plus courant, Big Data. On doit se dire, avec une maîtrise assez soutenue de l'anglais, il doit y avoir beaucoup de données. Donc, beaucoup des termes qu'on va voir là ont plusieurs sens, d'accord? Mais le Big Data, globalement, grosses données. Donc, on est en train de dire qu'on est en train de stocker beaucoup de données et globalement, on stocke tout. Donc, Big Data, on stocke tout et après, on va voir si on arrive à en faire quelque chose. Ça pose plein de problèmes en termes de pertinence, d'efficacité. Tiens, vous stockez tout, ce ne sera peut-être pas ce dont vous avez besoin quand vous voulez travailler de manière intéressante. Voilà, donc c'est un terme qui signifie qu'on stocke tout. Donc, Big Data, on stocke tout et après, on va voir si on arrive à en faire quelque chose. Ça pose plein de problèmes en termes de pertinence, d'efficacité. Tiens, vous stockez tout, ce ne sera peut-être pas ce dont vous avez besoin quand vous voulez travailler de manière intéressante. Voilà, donc c'est un terme qui signifie qu'on stocke tout. D'accord. Si on stocke tout, on va avoir à l'intérieur tout genre de données et donc tout format de données. Donc ça veut dire qu'on va avoir du texte, hein, on va avoir de l'image, on va avoir du son, on a une évolution rapide, hein, la loi de Moore, de la capacité à stocker des données. Alors c'est pas forcément normalisé, mais c'est vraiment l'idée générale. Donc dans nos entrepôts, tout. On enregistre tout, puis on verra après. Et d'ailleurs, c'est vraiment la logique Big Data. On verra après. Dans cet univers, on entend parler beaucoup de data science, de data scientist. On dit ça doit être un métier sérieux. C'est quoi exactement? C'est considéré désormais comme une discipline scientifique, hein, donc science des données. Hein. L'idée, c'est qu'on va pouvoir traiter les données. Traiter les données. Je pense qu'il faut le voir avec le spectre le plus large qu'on peut imaginer. Il n'y a pas dans l'idée de data science le fait que nécessairement on a beaucoup de données. Mais elle a déjà une certaine efficacité, voire une efficacité tout à fait certaine, quand on a quelques dizaines de milliers d'enregistrements. Et ça donne déjà une idée comme quoi ça peut être à la taille de, entre guillemets, petites mutuelles ou mutuelles de petite taille en termes de nombre d'enregistrements, si on considère qu'on s'intéresse à des adhérents. Data science, ça peut être tout petit. Donc voilà, je voulais corriger un peu l'idée fausse qu'on peut avoir autour de data science. Alors, on entend parler aussi de machine learning. Vous pouvez nous dire deux mots de ce qu'est le machine learning? Machine learning, bon, apprentissage par la machine, c'est le fait que la machine, avec les mots qu'on utilise dans nos langages habituels, est en train d'apprendre. On peut distinguer au moins les termes d'apprentissage supervisé et d'apprentissage non supervisé. Donc on a des formes d'apprentissage où on a mis des informations dans la machine du type ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est etc. Donc on a déjà donné des indications sur la nature des objets qu'on voulait par exemple faire reconnaître. Et on a des apprentissages dits non supervisés où là pour le coup c'est la machine qui va organiser les informations, les données, pour identifier dans ces informations des ensembles. Et en faisant ce travail-là, elle va pouvoir ensuite se dire tiens, ça c'est un ensemble cohérent, ça c'est un ensemble cohérent. Donc le premier on va l'appeler alpha, le deuxième on va l'appeler bêta. Et dans notre langue, en fait alpha c'est un chat, et ce que nous on appelle un chat, et bêta c'est ce qu'on appelle un chien. Alors moi, la première fois on m'a parlé de machine learning, on m'a expliqué ce que c'était, j'étais super content, j'avais appris un truc. Et dans la même conversation, après on m'a parlé de deep learning. Je dis attends, c'est bon, j'ai compris le machine learning, maintenant il y a un nouveau concept, c'est le deep learning. Le terme en français est utilisé, hein, apprentissage profond. Donc qu'est-ce que c'est que cet apprentissage profond? C'est un apprentissage par les machines qui s'appuie sur des familles d'algorithmes qui s'appellent réseaux de neurones. Et l'origine des réseaux de neurones, c'est 1943, McCulloch et Pitts. Donc la modélisation du fonctionnement cérébral en se disant les assemblées de neurones, qui sont les cellules, c'est peut-être un des éléments qui contribuent à la pensée humaine. C'est très ancien. Les années 80, notamment 86, il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Lequin, dont on parle aujourd'hui. Et Yann Lequin, en 86, a démontré qu'on pouvait, avec ces fameux réseaux de neurones, et avec seulement 2 couches cachées, approcher n'importe quelle fonction. Donc on scanne, on va dire qu'on scanne les enveloppes sur de l'écriture manuscrite,
Et on arrive à reconnaître que ça c'est un A, ça c'est un B, ça c'est un C, etc. avec ces réseaux de neurones, toujours pas deep learning. Pourquoi deep? C'est parce qu'au lieu d'avoir 2 couches cachées, maintenant on a 10, 100 couches cachées. Donc on utilise le terme de deep learning pour dire qu'on a un apprentissage avec des réseaux de neurones pour lequel il y a beaucoup de couches cachées, 10, 100, 1000, et on ne sait pas combien on en aura ultérieurement. Voilà, deep learning, réseau de neurones avec plein de couches cachées. Mais il y a des concepts qui, demain, dans une mutuelle, peuvent faire l'objet de projets, concrètement, et offrir des services nouveaux aux adhérents. Et là, je pensais au chatbot. Il est possible, au sein d'une mutuelle, demain matin, qu'on vous dise il faut absolument qu'on mette un chatbot. Ça serait mieux que tout le monde sache de quoi on parle. Donc c'est quoi un chatbot? Donc chatbot, c'est la contraction de chat et de robot. Donc c'est un robot qui fait du chat. Le chat, c'est la conversation. Donc en fait, c'est un robot conversationnel. C'est pas des robots comme on les imagine, objets physiques, c'est des programmes. Donc c'est un programme qui va intervenir dans le cadre d'une conversation. Par exemple, ça pourrait être l'interlocuteur, on va dire, d'un adhérent, d'un humain. Et on peut avoir ça dans n'importe quel genre de conversation et avec n'importe quel genre de données. Et quand on parle de chatbot, on est plutôt quand même sur les logiques où c'est textuel. Donc les chatbots qu'on a en tête aujourd'hui sont quand même plutôt sur de l'analyse de texte. On va mettre des échanges de fichiers avec des documents. Et le dernier mot, alors vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans la presse, c'est pas de l'intelligence artificielle véritablement, mais c'est un sujet connexe. C'est quoi un blockchain? Alors, là où le blockchain, c'est un registre. C'est un registre numérique. Il a quelques propriétés. Donc un registre, ça veut dire que c'est un cahier, c'est un annuaire. Voilà, c'est les pages blanches. Les particularités, c'est que, il est numérique, et on a essayé d'avoir plusieurs propriétés qui soient infalsifiables. Donc on ne peut pas le modifier en principe. On ne peut pas revenir sur le passé. Et qui soient partagés. Donc on va avoir des clones, des copies, sur plein de machines, de l'ensemble de l'annuaire. Et donc, ce fichier, il change. Ce qui est important, c'est que c'est un annuaire qui change, on peut rajouter des éléments. Pourquoi on parle de chaîne? Chaîne de blocs, blockchain. C'est parce qu'en fait, chaque bloc qui est stocké est lié à son prédécesseur et à son successeur. À l'intérieur, on va avoir en fait, en général, très peu d'informations, juste un identifiant. Parce que comme c'est partagé, que tout le monde va avoir des copies, quelqu'un qui modifierait... Il y a des règles de modification de l'ensemble, donc on voit qu'on est très proche de problématiques qui sont en fait mutualistes. Pour modifier une information, il faut qu'il y ait assez d'acteurs qui aient dit que oui, on modifie l'information de telle manière. Donc il y a un consensus qui doit se faire au niveau d'une communauté pour qu'il y ait une modification. Donc c'est aussi un mode d'organisation. Il y a dans le monde du numérique toute une économie, j'ai utilisé le mot social et solidaire tout à l'heure, mais en fait toute une économie de la collaboration, de la participation, et la blockchain rentre dans ce cadre où chacun va pouvoir avoir une copie sur sa machine. C'est des petits fichiers complètes. Et donc, si on veut modifier le fichier, il ne faut pas le modifier à un endroit comme quand on peut avoir des éléments centralisés. Il va falloir le modifier chez plus de la moitié, donc on a des règles, mais en tout cas c'est plus d'une majorité de lieux de stockage. Donc ça veut dire qu'il faudrait, et là ça touche à la sécurité, puisque vous voyez bien qu'il y a de la résilience, c'est-à-dire que pour toucher le fichier, il faut toucher plus de la majorité des machines qui stockent le fichier. Donc en ce sens, il y a de la sécurité.